Merci d'être au grand rendez-vous. Ce soir, nous vous proposons, comme d'habitude, 4 grands plateaux. Et comme profil invité, nous aurons un ingénieur agronome, un juriste, un docteur en système d'information et puis le vice-président de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin sera également sur ce plateau. Retrouvons-les juste après la météo. Sur le grand rendez-vous ce soir, messieurs et dames, nous parlerons commercialisation du piment. Déjà, retenons que la rentabilité liée donc au piment est faible à cause des pertes post-récolte. Et donc, l'invité de Estelle Pazou nous dira tout à l'heure, il va même nous présenter les techniques de conservation pour donc réduire ces pertes post-récolte. La criminalité écologique est punie par la loi au Bénin. Amadine Niambossou et son invité, un juriste d'ailleurs, eh bien, ils vont nous présenter les tests réglementaires en la matière. Autant savoir, c'est la suite de la série sur la sauvegarde des données informatiques. Noah Agbafa Padonou nous aidera donc à choisir l'option appropriée à notre réalité et pourquoi pas à nos données. Rendez-vous tout à l'heure sur Autant Savoir. Et donc, les organisations de la société civile au Bénin ont mis en place une plateforme pour donc suivre les grandes réalisations du gouvernement béninois. Et donc, tout citoyen peut donc suivre la réalisation de ces projets. Le présimètre 229 nous sera présenté par l'expert sur ce grand rendez-vous qui va d'ailleurs même vous présenter également le journal comme d'habitude et qui sera présenté par Nadège Sani, déjà en place. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assom Gaba. On se retrouve ce soir, tout à l'heure à 19h45. Qu'est-ce que vous allez nous présenter ? Merci à vous, Assom. Dans le journal ce soir, vous suivrez un reportage sur les risques liés à la manipulation du ciment par les carreleurs, maçons et autres professionnels des BTP. Les producteurs agricoles sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment l'indisponibilité d'un marché d'écoulement de leurs produits. Quelles politiques doivent être mises en place pour favoriser l'existence de ce marché? Vous en saurez davantage. On fera aussi un tour en Grande-Bretagne pour vous faire découvrir l'habillé conçu pour célébrer le mariage du prince Harry. C'est une bière blanche dont la touche finale du breuvage est apportée par la levure de champagne. Wow. Et là, donc, c'est son buzz, hein?
Buzz. En réalité, Buzz du Prince. Allez, on vous retrouve donc tout à l'heure à 19h45 pour les détails de toutes ces informations annoncées. Nadège Sani, en attendant donc de vous retrouver, nous, sur ce plateau, nous allons nous rendre au marché du piment. C'est Monde Agricole sur le grand rendez-vous. C'est Monde Agricole, bienvenue sur le marché du piment. Nous parlons commercialisation et pourquoi pas aussi des techniques de conservation du piment. Allons avec Estelle Pazou sur les exploitations de production du piment et pourquoi pas aussi, on va faire un clin d'œil au marché pour voir ces dames-là qui donc commercialisent ce produit. Regardez. Fruit très aromatique, le piment est utilisé comme épice. C'est un aliment de base largement consommé dans plusieurs pays. Au Bénin, il est cultivé un peu partout. Les départements du Sud fournissent environ 70% de la production nationale selon un document du Programme des Nations Unies pour le développement. Les variétés diffèrent par la forme et la saveur plus ou moins piquante. Les plus présentes sont les piments verts ou rouges. Des centaines de sacs sont convoyés vers les marchés. Taki weno sa, mono e manavi bono bewa to me fi bono asa afi. Titan we me weno to akman titon wafi, eno hen 400 sacs, eno hen 500 sacs, bono wa to me fi. Des fois, mi kono do titan lo kwa, mi no do titan kaka itanton, bono wa to me fi. Après le déchargement, plusieurs commerçants des pays voisins viennent s'approvisionner. Bono aki de kanji do Ghana bode do Lomé yo, mi do 15 titan wa to me fi, e de koko kono di bla 8 de me. Bode kono e Bénin ton. Dans la plupart des cas, le piment est cultivé dans les jardins ou des périmètres d'aménagement agricole. Il peut être en culture seule ou en association avec la tomate, le niébé ou encore le maïs. La production se fait en culture pluviale, irriguée ou en contre-saison. Le piment est l'une des cultures maraîchères les plus produites et les plus consommées. Assurer de meilleures conditions de production et passer à la transformation pour limiter les pertes post-récolte reste tout de même des défis à relever. Et nous allons parler bien sûr de ce défi annoncé en fin de reportage par Estelle Pazou avec M. Robert Deguenon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de signer une fois encore votre retour déjà même sur ce plateau, puisqu'on avait promis aux téléspectateurs que vous allez revenir pour qu'on puisse parler de commercialisation et puis de conservation. Vous êtes venu, merci beaucoup. Je vous remercie parce que vous portez toujours une attention particulière à ma personne, c'est pour ça que vous m'appelez souvent. Donc, merci encore une fois. Allez, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et là, on va féliciter, pourquoi pas, Estelle Pazou, qui, par rapport donc au sujet, essaie toujours de nous trouver les personnes qu'il faut pour en parler de façon efficace. Mes félicitations à vous, Estelle Pazou. Merci, Assim Gaba. On se retrouve ce soir sur le marché du piment. Piment. Oui. Et on parle transformation et après de la commercialisation. Mais avant, M. Robert Deguenon, est-ce qu'il est possible de transformer le piment? On ne dira pas, se demandera pas s'il est possible, mais il est obligatoire. Nous devons nécessairement transformer le piment. Il y a plusieurs manières, n'est-ce pas, de transformer le piment. Lesquelles? Et on peut citer, on peut aller des plus simples aux plus complexes. On peut sécher simplement le piment. On sèche, il y a des méthodes pour le faire. On peut écraser le piment pour en faire une poudre de piment qu'on peut conserver. Troisièmement, on peut même fabriquer, n'est-ce pas, le produit, ce sera comme une purée de piment qu'on conserve, ce qui peut être conservé pendant près de 2 ou 3 ans. Alors, donc, il reste d'autres méthodes, beaucoup d'autres méthodes. On n'a pas suffisamment de temps pour en parler ici. Donc, on va s'en tenir à ces 3 méthodes. Donc, on peut transformer déjà le piment en poudre, en purée. Oui. Et à part ça, il n'y a pas d'autres... C'est ce que je disais là. On peut sécher simplement le piment. Sans moudre. Sans moudre, c'est ce que je disais. On sèche. Il y a des opérations qu'on réalise d'abord avant de sécher. Parce qu'on va entrer en détail dans ces opérations pour chaque méthode
transformation. Mais alors, si ces méthodes-là existent, oui, pourquoi on constate une faible rentabilité du piment et déjà les acteurs accusent du manque de techniques de conservation? C'est ça que beaucoup de personnes ne connaissent pas, ne maîtrisent pas cette technique de transformation du piment pour mettre à la disposition de la population au moment où il a pénurie. Donc c'est pour ça qu'on constate qu'il a pénurie parfois sur le marché. Est-ce qu'on peut sécher tous les piments? Parce que généralement, quand on va dans les marchés, le piment séché, c'est le piment qui est long. Oui, évidemment, il n'y a pas de règle sans exception. Okay. On ne sèche pas tous les piments. Par exemple, le piment Guataki ne se sèche pas, on ne sèche pas. Et c'est le piment long. Il y a une technique pour conserver longue durée sur le marché? Mais généralement, Guataki se conserve frais, en état. Est-ce que vous voyez? Et c'est mieux comme ça, quoi. Mais on peut aussi faire en purée, hein, on laisse mûrir correctement, on écrase et on transforme ça en purée de choses là, de piment qu'on met dans des bocaux, on pasteurise, ça peut durer 2 ou 3 ans de conservation. Oui. Ah oui? Oui. Mais on voit nos bonnes dames, souvent, celles par où vous aimez ça, le riz avec du piment Guataki, on assaisonne un peu. Oui. On dit que c'est aussi une technique de conservation. On écrase, oui, on met au feu, et on chauffe un peu et pour conserver. Le piment, c'est pas pour longtemps, c'est cette méthode de conservation. Mais quand on met dans des bocaux et qu'on ferme correctement, pasteurise, ça peut durer 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Et quels sont les avantages aujourd'hui à pouvoir conserver le piment? Les avantages, il y en a beaucoup. Parce que, tout d'abord, on doit conserver le piment pour éviter les pénuries en période où il n'y en a pas. Et soi-même, on peut même conserver le piment chez soi pour ne pas avoir à sortir de l'argent, beaucoup d'argent au moment où il n'en a pas sur le marché et avoir à sa disposition du piment en tout temps. Donc il a tellement d'avantages. Il a des méthodes pour conserver et conserver les qualités organoleptiques, n'est-ce pas, du piment et par sa conservation et garder les vitamines tout dans la chose là, dans le produit pendant tout le temps. Alors, on suppose que je suis allé au marché, je suis allé acheter du piment que j'amène à la maison, je veux conserver peut-être sur une année, comme ça. Comment procéder? Est-ce que le piment qui quitte le marché est vraiment conservable ou c'est ce qui vient directement du champ ou des exploitations? On peut conserver aussi bien le piment qui quitte le champ que les piments qui quittent le marché. Il y a des gens qui transforment leur propre production. Comme moi je le fais, je transforme aussi ma ferme de piment, n'est-ce pas, que je produis en piment, en poudre comme ça. Ça, c'est le dametaki ou non, vous avez... ça, c'est pas dametaki. Ah, c'est pas encore le dametaki. Le dametaki, c'est trop fort. Donc, ici, c'est un piment modérément fort, quoi. Donc, ça ne pique pas aussi fort que le dametaki. C'est le piment rouge qui a été séché et qui a donné... c'est le piment rouge. Rouge, il n'a pas eu d'additif. D'ailleurs, moi, je l'ai toujours appelé piment biologique. Donc, il n'a pas eu d'additif et c'est bien fait. Ça peut être conservé pendant 3 ans. 3 ans, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir le produit pendant près de 3 ans. Tranquillement. Oui. Donc, on peut l'ouvrir et puis utiliser, refermer tranquillement. Non, il n'y aura pas de problème. Pas sur le plateau. Non, pas sur le plateau. pour quelqu'un qui l'achète comme ça, est-ce que la personne peut l'ouvrir, utiliser, c'est étanche, il referme. Mais actuellement, c'est étanche. Quand vous ouvrez, le couvercle va s'éclater. Vous ouvrez quoi? Donc, c'est étanche là maintenant. Okay. Bon, maintenant, si vous ouvrez, vous pouvez refermer, conserver, n'est-ce pas, ou quelque part où il n'a pas d'humidité et ça y est. Et ça y est. Yeah. Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, monsieur Degueno, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir la transformation du piment? Oui, il a plusieurs manières de transformer le piment. On va prendre par exemple l'exemple du piment en poudre. Il faut d'abord la matière première, c'est le piment. Il faut prendre la même variété de piment, on va mélanger. Sinon, vous aurez un mélange hétérogène, n'est-ce pas, de poudre. Donc, il ne faut pas mélanger les variétés quand on veut conserver. Les variétés. Il faut enlever tous les corps étrangers, comme les pédoncules. Les pédoncules, il faut tout enlever. Les piments qui sont mal... Quand on parle de pédoncules, là, c'est ce qu'il y a... Oui, le bout de verre, là. Tout ça, là, il faut les enlever. Il faut les enlever. D'accord. Les déchets qui sont dedans, vous triez et vous lavez. Il y a des gens qui vont au marché chercher le piment. C'est déjà séché. Et ils enlèvent les impuretés, ils lavent, ils sèchent encore une fois
et on écrase, on amène au moulin. Moulin à piment, n'est-ce pas? Et on écrase. Même un moulin propre, moi je suis en train de penser à certains moulins qui ne sont pas très propres, un moulin bien propre, vous écrasez. On peut ajouter du sel, mais moi je préfère ajouter le sel après avoir moulu. Après avoir moulu, parce que quand vous mettez du sel dans le moulin, le sel est corrosif, ça peut endommager le truc là. Et après, vous mettez dans des récipients comme ça, vous fermez. Mais si c'est des trucs, si c'est des piments, et vous voulez obtenir, n'est-ce pas, un piment, au purée de piment, ça c'est autre méthode. Le piment est récolté frais comme ça, vous lavez correctement, vous écrasez, ça passe au moulin comme ceci, mais ça, vous avez une purée, une pâte de piment. Une pâte, vous chauffez. Les bocaux sont déjà préparés, désinfectés, tout ça là, à chaud, et vous mettez, vous fermez hermétiquement, et ça y est, ça peut durer 2 ou 3 ans chez vous. Donc vous avez toujours du piment. Toujours du piment sur votre table, n'est-ce pas, pour la consommation et à la cuisine. Mais aussi. Une fois pasteurisé, quand vous l'ouvrez, vous voulez comment? Oui, c'est très bien, c'est une très belle question. Oui. Quand vous ouvrez une fois ouvert, là, vous devez mettre ça au frais, au frigo, ou bien vous mettez un peu de sel pour protéger le piment contre la moisissure. Ah, d'accord. Oui. Mais moi, j'aimerais bien avoir la précision. Quand vous parlez de pasteuriser, pour une personne qui ne s'y connaît pas vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est simplement tuer tous les microbes qui peuvent mettre en mal votre produit. C'est-à-dire, vous mettez dans de l'eau bouillante, n'est-ce pas? Et pendant près de 10 minutes, là, ça permet, n'est-ce pas, de détruire. Est-ce que le piment doit être déjà dans le bocal fermé naturellement. Vous fermez et vous mettez maintenant dans de l'eau chaude. Oui, on porte à ébullition. On porte à ébullition pendant 10 minutes, pas trop, 10 minutes, juste pour pouvoir chauffer. Mais je vous rappelle qu'avant ça, là, le piment, la purée a déjà passé par chaud. Là, on a chauffé pendant un bon moment avant de mettre dans les bocaux. Comme ça, vous mettez, pendant que vous mettez là, dans l'air là, des microbes, des bactéries qui peuvent accompagner votre truc dans la pasteurisation permet, n'est-ce pas, de détruire ces microbes-là. Tranquillement. Oui. Et vous avez donc votre piment à la maison, pour vous. Vous allez consommer à tout moment. Oui, qu'on peut consommer à tout moment, mais la question que je me pose aussi, est-ce qu'il y a des formations dans le domaine pour accompagner la transformation du piment? Non, on n'a pas assez de formations. Je sais qu'il y a des organisations non gouvernementales qui s'efforcent, n'est-ce pas, de former des gens à faire la transformation du piment, mais il n'y en a pas assez. Moi, par exemple, sur ma ferme, il y a beaucoup de stagiaires, des étudiants qui viennent, n'est-ce pas, suivre ces formations-là, mais ils ne viennent pas assez. Il faut quand même qu'on dédouble ces formations-là pour pouvoir atteindre beaucoup de... Mais vous imaginez qu'on ait des purées de piment dans les rayons des supermarchés, même au marché dans ton pays. Est-ce que vous pensez que les dames vont l'acheter parce qu'elles sont habituées déjà au piment frais qu'on voit directement comme ça? Là, vous posez une question pertinente. Effectivement, tout ça, là, c'est une habitude alimentaire. Si les gens ne sont pas déjà habitués, mais il faut commencer par quelque part. Il faut que les gens, on force les gens, n'est-ce pas, à s'habituer à ces produits transformés. Effectivement, moi, j'avais essayé en temps, mais ça n'a pas coulé. Ça n'a pas très bien coulé. Mais je sais que si on persistait et qu'on arrivait, n'est-ce pas, à convaincre les gens de la qualité du produit, les gens vont commencer par consommer. Il faut établir la relation de confiance. Entre le consommateur et le fournisseur. Oui. Voilà. Mais déjà, est-ce que quand vous mettiez votre piment sur le marché, est-ce que vous avez fait une étude? Parce que vous l'avez dit la dernière fois, il faut d'abord avoir le marché avant de faire la production. Oui. Et donc, c'est peut-être ce qui a manqué à votre piment. Non, vous voyez comme ça j'ai mis la charrue devant le bœuf, ça n'a pas pris. Donc, maintenant, on peut quand même continuer de présenter le produit aux consommateurs. Et ça va commencer par prendre. Je sais qu'il y en a qui sont habitués au piment sec, mais c'est pour manger du tchachanga. Du tchachanga. Pas pour la maison. J'ai l'impression que vous devez aimer beaucoup tchachanga aussi, tel que vous en parlez là.
connaît ça. Et puis, il faut aussi tenir compte du prix parce que quand la bonne dame a la possibilité d'avoir du piment frais à 50 francs et que ce que vous proposez est, je ne sais pas, à 500 francs, le choix se fait tout seul. Non, vous ne sortez pas votre produit transformé au moment où il en a beaucoup sur le marché. C'est au moment où il n'en a pas. Et les gens sont obligés de prendre. C'est parce qu'ils ne sont pas habitués encore au piment en poudre, au piment en purée, que ça tarde à prendre. Et je sais que si on forçait, ça pouvait aller. Okay. Oui. Merci beaucoup, M. Edgar Deguenon, pour toutes ces précisions que... Deguenon, M. Robert Deguenon, oui, excusez-moi. Deguenon peut en cacher un autre. Vraiment. On connaît surtout aussi. Quand les deux sont ingénieurs agronomes. Ingénieurs agronomes. On connaît aussi Edgar. Allez, merci beaucoup à vous, M. Deguenon. À très bientôt. Alors, le grand rendez-vous, vous savez, quand nous allons quitter le marché du piment, on va se rendre chez les environnementalistes. Mais cette fois-ci, eux, ils nous amènent, bon, chez les juristes, chez les hommes de loi, pour parler de criminalité écologique. Comment est-ce qu'on peut punir ces gens? Qu'est-ce que les tests qui réglementent en fait la chose? C'est sur Nature et Bien-être. Bienvenue chez les environnementalistes. Aujourd'hui, bon, c'est la suite de criminalité écologique. On a commencé par en parler depuis la toute dernière édition de Nature et Bien-être Focus Environnement. Et donc, nous continuons aujourd'hui pour présenter les tests qui réglementent en fait la criminalité écologique au Bénin. Suivez ici un exemple de criminalité écologique. C'est à Logozoré. Vivre à Logozoré depuis quelque temps est devenu un calvaire. L'air, le sol et les eaux sont pollués et ce sont les populations de cet arrondissement de Savalou qui en pâtissent. Les activités économiques sont en baisse. La santé des populations se dégrade au jour le jour. Et à la base de tout ceci, cette usine de transformation de manioc en alcool qui déverse ses déchets dans la nature. Le Forum Biodiversité, constitué d'activistes environnementaux, ont eu vent de cet état de choses et sont allés écouter les populations victimes. Le voyageur qui traverse Logozoré depuis quelque temps est bien obligé de se pincer le nez et de garder sa respiration s'il ne veut pas être pris de malaise. Tant est désagréable l'odeur qui provient des déchets de l'usine chinoise qui fabrique de l'alcool à partir du manioc. Les démarches menées par les autorités compétentes pour ramener aux normes environnementales les responsables chinois de cette usine sont restés vaines. Et Logozoré se meurt lentement mais sûrement. Sans langue de bois, les populations ont parlé de leur calvaire et crient leur ras-le-bol. À cause de leur influence sur nous, plusieurs ont peur de s'exprimer et ne sont pas venus ici. Depuis l'année dernière, toutes les activités que nous menons au bord du fleuve se sont arrêtées. Les déchets détruisent nos cultures, même les grands arbres périssent. Même quand nous utilisons l'eau du fleuve, ce sont des démangeaisons de la peau que nous avons et même de la partie génitale. Nous leur avons même demandé en contrepartie de nous faire un forage, mais ils ont refusé. Ils l'ont fait pour eux-mêmes et l'exploitent pour leur propre jardin. C'est dans ce barrage que nous puisons de l'eau à boire depuis 1961. L'eau n'est jamais finie. Mais après leur arrivée, le barrage a complètement tari parce que c'est cette eau qu'ils utilisent pour la production de l'alcool. Mais ça, ce n'est qu'en amont. En aval, ils ont pollué l'eau sur 18 km. Et c'est les femmes qui font la production maraîchère qui en souffrent. Les poissons ne peuvent même plus y vivre. Nous avons frappé à toutes les portes et toutes nos tentatives sont restées sans succès. Nous constatons souvent au centre de santé certains maux qui touchent souvent la population. C'est des gens qui habitent un peu le milieu
surtout les bonnes dames qui font le travail de jardinier de l'autre côté. Surtout ces gens-là qui se présentent souvent à nous. À la fin du mois, quand nous faisons le dépouillement, nous constatons que la population souffre assez des affections respiratoires. Et nous constatons aussi qu'il y a les maux de ventre qui menacent souvent les femmes, les mal de gorge, et qui ne répondent pas souvent aux antibiotiques prescrits. Et quand on demande les bilans, c'est la fièvre typhoïde qu'on révèle souvent. Accompagnés de scientifiques, les membres du Forum Biodiversité sont allés toucher du doigt ce désastre. Plusieurs prélèvements ont été faits afin de prouver de façon scientifique les dangers que ces populations côtoient au jour le jour. Après cette étape, plusieurs autres actions sont prévues pour faire la lumière sur cette situation. Vraiment, hein, et ces populations, surtout les femmes, qui subissent les conséquences de ce cas de criminalité écologique. Parlons des tests qui réglementent en fait la rue. Est-ce que cette entreprise peut être donc punie? On en parle avec M. Benjamin Dagbeto, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être là et bonsoir Amandine. Bonsoir à vous, Assoum Gaba, mesdames et messieurs. Vous l'avez promis, oui. Vous l'avez promis aux téléspectateurs que vous allez amener un juriste sur ce plateau. Assoum Gaba, je tiens toujours. Et vous l'avez fait, sincèrement. Merci beaucoup. Criminalité écologique, des actes punis par la loi au Bénin. Oui, punis par la loi. Et quand on voit ces images, on se demande, monsieur Benjamin Dagbeto, s'il y a une loi qui protège ces populations. Bien sûr. D'abord, il faut commencer par définir ce qu'on entend par criminalité écologique. La criminalité écologique, c'est l'introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol et dans les eaux d'une substance de nature à mettre en péril la vie de l'homme, des espèces animales ou du milieu naturel. Et c'est une infraction, ce sont des infractions qui sont régies bien sûr par des tests. Ça, c'est la définition scientifique. C'est la définition scientifique. Bon, il faut aussi souligner qu'il n'y a pas une définition unanime sur les thèmes. Mais c'est ce qu'on peut retenir de manière scientifique et terre à terre. Voilà. Et en matière de tests, il faut commencer par parler de la Constitution du 11 décembre 1990, de notre Constitution bien sûr, en son article 27, qui dispose que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Et donc, c'est une disposition qui met l'accent sur la qualité, l'intégrité et la consistance de l'environnement auquel a droit un citoyen lambda. Et vous convenez avec moi que à la lecture de cette disposition, il y a aussi le rôle de l'État, l'État qui a un rôle primordial à jouer. Parce que vers la fin de l'article, je disais tout à l'heure, l'État veille à la protection de l'environnement. Vous voyez, et cette disposition constitutionnelle est bien sûr renforcée par la loi cadre sur l'environnement qui définit un certain nombre de répressions, de peines et d'emprisonnement, des amendes. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée. Et dans le cas de Logos-Oreilles, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les populations retrouvent un air pur? Le cas de Logos-Oreilles est vraiment critique. Ça doit interpeller nos autorités. Parce que ce qui se passe, c'est très grave. Vous voyez les Chinois qui ne respectent aucune norme environnementale, qui sont installés sur le territoire et qui polluent l'environnement, qui polluent l'air, qui polluent le sol, qui polluent partout. Ils empêchent même les bonnes dames de vaquer à leurs occupations, de faire les activités génératrices de revenus. Les activités sont en baisse. Il n'y a plus de champs pour cultiver, et l'eau est polluée, il n'y a plus de poissons, tout et tout. Quelles sont les sanctions prévues? Je crois que dans pour revenir à votre question, la loi prévoit des sanctions, bien sûr. Et là, les populations peuvent se mettre en association, s'organiser en association et saisir la Cour constitutionnelle pour violation des droits fondamentaux, en l'occurrence le droit à un environnement sain. Et il y a aussi d'autres textes qui parlent de ça. Et si jamais cette démarche aboutit, quelles sanctions on peut prendre à l'encontre de ceux qui polluent l'environnement dans cette localité? Oui, en matière de pollution,
cette usine, c'est-à-dire les promoteurs risquent une amende. Il y a une amende à la matière de 5 millions à 50 millions. Seulement? Non, mais c'est vu les dégâts causés. Vu les dégâts, bien sûr, j'en viens. Il y a une amende d'abord, et puis les peines d'emprisonnement. Maintenant, l'amende, c'est pas... Il y a d'autres paramètres aussi à ajouter. Ce n'est juste qu'une amende. Il y a les dommages et intérêts qui accompagnent, et c'est au juge d'apprécier tout ça. Ce n'est pas seulement les amendes qui seront amenées à payer. Mais c'est déjà un début. Si déjà la population peut s'organiser pour saisir, c'est d'abord saisir les juridictions, parce que les autorités sont intervenues dans ce cas, les autorités communales bien sûr, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Donc c'est le moment pour dire à ces populations, tous citoyens d'ailleurs. Les autorités communales ont saisi et n'ont pas eu gain de cause. Ont échangé bien sûr avec les promoteurs de la structure en question, mais ils n'ont pas eu gain de cause, parce que vous-même vous savez, les Chinois, ils sont là, ils s'installent et ils violent nos lois sans être inquiétés. Mais selon les informations, il y a même eu des cadres de l'ABE et autres qui sont descendus sur le terrain, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite. Oui, c'est ce qu'on constate. Vous voyez, il ne suffit pas d'aller... Donc ça veut dire que même si les populations s'organisent et portent plainte ou bien saisissent la Cour constitutionnelle comme vous... Non, il faut avoir... Non, il faut croire en notre justice. Ce que l'ABE a fait, c'est juste une réunion avec les autorités, avec les promoteurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça empêche les populations d'aller là-bas. Les populations, elles vont saisir la justice, bien sûr, pour entendre leur voix, pour exprimer leur désagrément, pour que la justice sanctionne. Est-ce à dire que tout ce qui a été mené comme démarche jusque-là, c'est pas ce qu'il faut faire normalement? Oui, c'est déjà un début. C'est déjà un début. Mais l'essentiel, c'est d'aller. Parce que vous voyez que ces démarches ont montré leurs limites. Malgré ces démarches, vous constatez sur le terrain que rien n'a changé. C'est pour cela que nous pensons que c'est aux populations, à tous citoyens qui se sentent menacés par ces déchets, de saisir la justice pour que la justice dise oui. Mais quand on parle de sanctions et autres en ce qui concerne la criminalité écologique ou d'autres infractions, on a l'impression que la loi, telle que vous venez de la citer, n'est pas appliquée sur le terrain. Qu'est-ce qui empêche l'application des lois dans notre pays? Oui, c'est dommage, c'est bien dommage. Surtout en ce qui concerne l'environnement, on dirait que nos autorités administratives, juridiques et autres n'ont pas encore compris l'importance de protéger notre environnement. Et donc, l'effectivité du droit de l'environnement pose encore un problème dans notre pays. Et ce problème, on peut le situer à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la vulgarisation des tests. Les tests ne sont pas vulgarisés. Il y a ceux qui sont chargés même d'appliquer ces tests. Il y a certains qui n'ont pas connaissance de ces tests et ça pose un véritable problème. Il y a aussi la sensibilité des acteurs même, des gens qui sont censés même appliquer ces tests qui n'est pas encore ce que ça doit être. Oui, mais vu ce qui se passe à Logozoré de façon spécifique, on parle de criminalité écologique. Est-ce que le procureur ne peut pas s'auto-saisir? Bien sûr, bien sûr. De ce cas-là, le procureur peut s'auto-saisir. Et je passe par ce canal pour lui dire, le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou, qu'il peut faire quelque chose pour ces populations, pour permettre à nos parents de Logozoré de respirer de l'air pur. Parce que c'est grave. L'environnement, c'est la vie. Peut-être que les promoteurs ne savent pas qu'il y a une loi comme ça dans le pays. Ils savent bien. Vous savez, les Chinois, c'est le désordre total. Eux, ils ne s'inquiètent même pas. Il faut sanctionner, il faut commencer par les sanctionner. Nous avons les tests, nous avons des lois dans notre pays. Le Bénin est un pays de droit. Il faut que nos tests soient respectés. On ne peut pas accepter ces nuisances. C'est vraiment dommage. Il faut que les autorités prennent à bras le corps ce problème et sanctionner avec la dernière rigueur. Voilà ce que nous pouvons retenir. Ah oui, mais il faut sanctionner avec la dernière rigueur. 50 millions, pour moi, c'est très peu. Ce n'est qu'un début. Et je vous ai dit que c'est rien que des amendes. Il y a aussi les dommages et intérêts que le juge va apprécier après. Et en votre fort intérieur, est-ce que vous pensez que cette situation va trouver une solution? J'ai espoir. J'ai bien espoir que ça peut changer. Il faut d'abord commencer. Il faut saisir, il faut oser saisir la justice pour l'application de nos tests, surtout en droit de l'environnement, en matière de l'environnement. Il faut que quelqu'un saisisse la justice. Il faut que les populations...
toute personne a droit à un environnement sain. C'est une norme constitutionnelle. Alors, et ça dit que, par exemple, quand quelqu'un installe une toilette à côté de votre portail, que vous pouvez également saisir la Cour constitutionnelle pour ce cas-là? Bien sûr, vous avez droit à un environnement sain. Et toute personne qui vous empêche de jouir de cette qualité, de cette intégrité de l'environnement, vous pouvez le traduire devant les juridictions. Les textes sont clairs. C'est l'ignorance des lois, au fait, qui fait que les gens ne saisissent pas, ou bien on veut toujours régler à l'amiable, et nous assistons à ce que nous sommes en train de voir. Les textes sont clairs, mais c'est l'application qui pose problème. Oui, l'application pose problème. Je vous ai donné quelques causes de cette application maintenant, quelques raisons qui font que les tests ne sont pas appliqués. Et il y a l'ignorance des tests, il y a aussi la sensibilité de ceux-là qui sont chargés même d'appliquer ces tests qui posent problème. Mais j'ai espoir que d'ici là, ça va changer. Monsieur Dagbeton, un mot pour conclure cet entretien. Le mot de fin, mon mot de fin, ça s'adresse au ministre du cadre de vie. Et je l'invite vraiment à prendre à bras le corps ce problème pour permettre à nos populations d'avoir un cadre de vie sain. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur Benjamin Dagbeton. À très très bientôt. Et merci beaucoup pour l'éclairage donné sur ce plateau. Amandine Aniaboso, merci. Asim Gaba. Oui, on merci se d'avoir retrouve choisi. vendredi. Vraiment, vendredi, on parlera de quoi déjà? De la veille citoyenne. La veille citoyenne. Et puisqu'on en parlera d'ailleurs même avec l'expert dans un instant, on parlera bien sûr de cet outil, cette plateforme que les organisations de la société civile du Bénin ont mise en place pour donc suivre les grandes réalisations au Bénin. On en parlera tout à l'heure avec M. Gustave Assa. Voilà. C'est l'heure de l'expert sur le grand rendez-vous. L'expert, avec lui, nous parlons bien sûr de cette plateforme mise en place par les organisations de société civile pour donc mesurer promesses et réalisations. Certainement, c'est pour les grandes réalisations contenues aussi dans le PAG, pourquoi pas. Alors, ça s'appelle Présimètre 229. Il est avec nous, Monsieur Gustave Assa, il est le vice-président de la plateforme électorale des organisations de société civile du Bénin. Bonsoir, Monsieur Assa. Bonsoir à vous et merci beaucoup pour votre aimable invitation. C'est tout un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler développement, parler des grandes réalisations et surtout de la veille citoyenne, très importante pour nous. Mais d'où est venue d'abord l'idée de la mise en place de cette plateforme, parlant bien sûr de Présimètre 229? Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité que nous avons. Je voudrais donc saluer tous les téléspectateurs et vous remercier également pour cette opportunité. En réalité, la plateforme électorale des OSC a été mise en place dans le contexte même du suivi des organisations de la société civile, des politiques, notamment de la politique en termes de gouvernance électorale dans notre pays. Et il a été possible pour nous de prévenir et de faire le suivi des tests, les lois électorales, de faire le suivi de la mise en place du dispositif électoral, de suivre même en termes d'observation des élections pour pouvoir anticiper sur un certain nombre de crises, soulever les problèmes qu'il y a et en même temps faire des propositions. Cela nous a permis de collaborer avec la Sénat et autres. Et cette plateforme a jugé bon d'ajouter une dimension importante que nous n'avons pas l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'entre deux élections, nous ne faisons pas le suivi. Et nous avons mis l'accent sur un élément important. Pendant les campagnes où tout le monde est dans l'effervescence, dans la fièvre électorale, où, disons, les candidats aussi sont là avec, n'est-ce pas, la bouche mielleuse. Et avec la bouche mielleuse sur voici je vais faire, mais il faut désormais voir si ce qu'ils disent, ils font. Parce qu'il faut sortir de l'hypothèse que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et ceux qui les prennent également, aujourd'hui, ne se sentent pas responsables, ne se sentent pas obligés de suivre ces promesses électorales, d'où la question de la dignité ou de l'indignité après avoir pris, n'est-ce pas, ces promesses-là. Voilà. On est parti même de l'idée du maquis-maître. Lorsque Macky Sall devrait donc prendre le pouvoir, il a fait des promesses. Et avec l'appui des organisations de la société civile en matière de gouvernance au Sénégal, on a commencé par faire
de suivi-là pour mettre en place pour un périmètre. C'est pour voir en réalité si les promesses faites sont tenues. Exactement, et c'est de la veille citoyenne autour des questions électorales, notamment du suivi des promesses, parce que sur les promesses, il y a des engagements. S'il y a des engagements, il y a une force à croire à l'engagement qui puisse transformer les populations, apporter des solutions aux populations et satisfaire les desiderata sur lesquels on a bâti son projet de société et qu'on a, n'est-ce pas, vulgarisé tout le temps. On a fait campagne pendant tout le temps, matin, midi, soir, pour pouvoir montrer exactement de quoi il s'agit. Et donc, on a dit exactement pour cette fois-ci, pour ne pas rester seulement dans les périodes électorales ou préélectorales, il faut, au-delà des périodes électorales, rentrer maintenant dans la real policy, comme on dit, c'est-à-dire il faut montrer que face au pouvoir, face à la détermination des populations à vivre effectivement ces promesses, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Alors, pour aller de façon spécifique, que dit le Présimètre 229 après 2 ans du nouveau départ, de la rupture du gouvernement, du nouveau gouvernement en place? En fait, le président, quels sont les résultats en réalité? Le président met l'accent essentiellement sur un certain nombre de promesses. Voilà. Le président du Bénin a fait 198 promesses. 198 promesses. Les promesses électorales du candidat Patrice Talon, c'est 198 promesses réparties en 18 domaines. Et lorsque nous les avons suivies, on a fait le constat, après avoir mis en place un certain nombre de méthodologies. Je voudrais bien parvenir à ça d'abord, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a permis d'avoir les résultats. Les résultats, Nous avons fait, et nous avons mis en place un dispositif d'acteurs clés, d'experts, comme vous l'avez dit tantôt, qui sont au nombre de 20 femmes et hommes ensemble, qui ont permis d'avoir des éléments d'analyse, de faire une collecte de données et d'aller vers les ministères pour voir des personnes ressources afin de pouvoir obtenir auprès d'eux des éléments de renseignement sur les documents, les entretiens, la rédaction de ce rapport. Et ensuite, ça nous a permis également de tomber sur, n'est-ce pas, des éléments liés directement à 4 angles de réflexion. Il s'agit donc de promesses qui ne figurent pas essentiellement dans le PAG. On en a trouvé environ, disons, 13,66%, soit 27 promesses qui n'apparaissent pas clairement dans le PAG et qui ont été tenues, par exemple, défiscaliser les activités de presse. On a trouvé ensuite 9 promesses qui sont des promesses que nous avons appelées des promesses non tenues, car ayant enregistré des actions contraires comparativement à la première évaluation. La première évaluation avait montré qu'il y avait 7 promesses non tenues et cette fois-ci, on en a eu, et disons, 9 sur 198. Il y a aussi, pour pouvoir aller plus loin, les promesses que nous avons dit, des promesses enclenchées et des promesses non enclenchées. Non enclenchées. Donc, sur cette dimension, il y a 4 axes en réalité. Les promesses non tenues, les promesses tenues, les promesses enclenchées et les promesses non enclenchées. Alors aujourd'hui, quel pourcentage de promesses, quelle proportion de promesses ont été déjà tenues? Non, lorsque vous les prenez ensemble, vous ne pourrez pas aller plus loin. Lorsque vous prenez par exemple les promesses tenues, vous avez environ plus de 4%. L'année dernière, on a eu exactement ce chiffre-là. L'année dernière, on a eu pour les promesses tenues 6 sur les 198. Cette année, on en a eu 33. Sur les promesses non tenues, l'année dernière, on a eu 2. Cette année, on a eu 9. Sur les promesses enclenchées, c'est-à-dire qu'il y a quelques éléments de référence, peut-être des lois qui ont été prises, peut-être, disons, des marchés. On a lancé des marchés. On va revenir, si vous permettez, M. Gustave Assas, sur les détails concernant, bien sûr, les promesses tenues. Les promesses non tenues, les promesses enclenchées, non enclenchées. On reviendra, bien sûr, sur ces détails-là, juste après le journal qui nous sera présenté bien évidemment par Nadej Sani, déjà en place. C'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous, 19h45. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres de cette édition.
Si vous êtes un professionnel des BTP et que vous passez vos journées en contact du ciment, eh bien, sachez que vous êtes exposé à certaines affections. Quelques gestes élémentaires peuvent cependant vous permettre de vous préserver. Malgré la motivation des agriculteurs à accroître leur rendement, ils sont confrontés à une difficulté, celle d'un accès au marché d'écoulement limité. On en parle dans ce journal. En Grande-Bretagne, une cuvée de bière porte le nom du prince Harry et de sa fiancée Meghan. Cette bière blanche en édition limitée est inspirée de la première apparition du couple en public. Ils font partie des premiers dans la chaîne des artisans qui interviennent sur un chantier. Les maçons, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont sollicités pour leur savoir-faire professionnel dans la construction des habitations. Le ciment est l'une des matières premières qu'ils utilisent. Mais ce composé n'a-t-il pas des conséquences nuisibles sur leur santé? Ce reportage que nous vous proposons donne des éléments de réponse. Il porte la griffe de Kessia Zizi Sou et de Patrick Adjakboudjou. Ils sont occupés à fabriquer des briques pour la construction d'une habitation. Ces maçons passent comme à l'accoutumée leur journée de travail les mains dans le ciment. Fabriqué à base d'une combinaison chimique à très haute température de calcaire, d'argile et de clinker, le ciment en contact du corps humain est risqué. L'aspect corrosif du ciment là, qui nous ronge la plante des pieds, les orteils, et ça nous fait très mal. Ça peut soulever l'asthme pour nous parfois et surtout aussi la gale. Tout le corps nous démange. C'est à cause du ciment que notre peau est comme ça. C'est de la poussière qui sort lorsque nous nous mouchons. Irritation oculaire et cutanée, brûlure, eczéma allergique et enflure non douloureuse des paumes de main sont autant de maladies provoquées par la manipulation du ciment. Le fait de s'exposer ou de manipuler le ciment pendant longtemps va amener chez les manipulateurs de ciment, les vendeurs comme les maçons, à se gratter fréquemment la peau et à avoir des lésions sur la peau. On parle souvent de gale de ciment. On observera des signes d'atteinte nasale. D'abord, au début, on peut avoir un rhume banal qui va perdurer parce que les produits issus du ciment étant déposés dans le nez n'ont pas été éliminés. Pour se protéger contre les affections aiguës et chroniques liées à la manipulation du ciment, nombreux sont ces maçons qui prennent du lait non sucré. Une solution qui n'est pourtant pas la meilleure selon les spécialistes. Nous prenons les pics pour pouvoir dégager les mauvais déchets qui sont rentrés à l'intérieur. Le lait qu'on boit n'a aucun effet sur la santé. C'est pour s'alimenter, c'est pour corriger un peu la malnutrition. Le lait passe par la voie digestive. Cela ne saurait avoir un effet sur la voie respiratoire. Ils manipulent à main nue le ciment et prennent leur instrument de travail sans aucune protection. Ces maçons banalisent les risques auxquels ils s'exposent au quotidien. Pour être à l'abri du danger, l'ORL conseille. C'est d'abord la prévention qui passe par le port de gants, le port d'habits appropriés et le port de masques. Il y a des masques qui sont adaptés aux particules de ciment, qui ne sont pas adaptés aux autres particules et que tout usager ou manipulateur de poussière de ciment doit utiliser, ainsi que le port de casque. Cela évitera d'attraper des infections des voies aériennes supérieures. Et quand ces infections vont survenir ou qu'il y aura des gènes, il faudrait aller consulter au plus tôt, soit un ORL, soit un dermatologue, pour se faire soigner. Et puisque les yeux sont aussi exposés à la poussière du ciment, le port de lunettes appropriées est conseillé pour une protection optimale. La santé des usagers et manipulateurs du ciment en dépend.
Le secteur de l'agroalimentaire utilise les produits de première nécessité. Face à l'exigence des consommateurs des produits agricoles, la qualité de la production est de mise. Mais la difficulté à avoir un marché d'écoulement continu constitue un frein pour les producteurs. Que faire pour favoriser l'existence d'un marché adéquat industriel des produits agricoles et quelles sont les techniques de production à prioriser pour sa facilitation? Élément de réponse dans ce reportage de Karamat Agbatao et de Bernardin Soglou présenté par Marcel Betoro. L'industrie agroalimentaire est un potentiel certain dans la chaîne de développement des petites et moyennes entreprises. Elle a fortement évolué au cours de ces dernières années. Le poids exercé par la grande distribution des produits agricoles sur le marché favorise la professionnalisation du secteur. L'ensemble des facteurs a entraîné de nouvelles relations commerciales et des changements des modes de production, d'où l'opportunité des salons agroalimentaires. Le salon de l'agroalimentaire, c'est un creuset d'échange qui veut réunir les acteurs du secteur de l'agroalimentaire pour discuter autour des goulots d'étranglement qui freinent l'évolution du secteur. Alors le salon a pour objectif de faire un point en fait, sur ces problèmes qui minent l'évolution du secteur et de trouver des approches de solutions, que ce soit par des entreprises, des ONG. Donc en fait, ils nous permettent d'avoir un réseau d'entreprises assez grand, de réunir ces entreprises, de nous garantir qu'elles ont des bonnes pratiques de gestion. Et nous, derrière, on peut leur fournir des services mutualisés de packaging, de communication, de gestion de marque et de distribution. Aujourd'hui, les consommateurs des produits agricoles mettent plus l'accent sur un mécanisme de production adéquat et un système de package bien structuré suivant les normes alimentaires. Une pratique qui peine à rentrer dans le comportement des fournisseurs agricoles. Nous avons actuellement au Bénin des entreprises qui s'essayent dans l'agroalimentaire mais qui ne sont pas encore vraiment capables d'arriver à s'offrir les emballages dont ils ont besoin, des matériels et équipements dont ils ont besoin. Alors il y a plusieurs freins aux questions de packaging pour les entreprises locales. Le premier, c'est la taille. Au Bénin, on n'a pas encore le marché pour que ces entreprises atteignent une taille intéressante et pour pouvoir avoir des coûts d'emballage intéressants. Le deuxième problème, c'est l'information. On ne sait pas qui produit quoi et où. Si on veut chercher l'emballage, il faut d'abord faire soi-même toutes les démarches et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. La troisième des choses, c'est la différenciation. Les emballages qui sont disponibles ici sont souvent les mêmes pour plusieurs entreprises, donc on se retrouve avec des gens qui, dans des emballages de bouteilles d'huile, mettent du sirop, mettent du sucre, mettent du miel. Pour les producteurs, l'étroitesse du marché de consommation serait la véritable cause. Prioriser le travail en réseau serait une solution adéquate. Et l'une des manières de relever ce défi-là, en fait, c'est de mutualiser. C'est de se réunir à plusieurs entreprises pour pouvoir soit importer du packaging différencié, soit avoir un pouvoir de négociation sur place pour pouvoir avoir des coûts intéressants. L'option qui arrangerait mieux les entrepreneurs, moi je leur dis souvent, c'est de, par exemple, s'ils n'ont pas la capacité de s'offrir la taille qu'il faut pour avoir un coût de production assez réduit, c'est de se regrouper en plusieurs entreprises pour faire des commandes qui pourraient les arranger et avoir quand même un ristourne ou bien un coût assez réduit pour leur production. Dans le même temps, les techniques de production ont évolué et répondent de plus en plus à des impératifs de gain de productivité dans un environnement extrêmement concurrentiel. Sans aucun doute, l'agroalimentaire au Bénin est un secteur porteur d'avenir. La culture chinoise représente une attraction permanente lorsqu'on s'aperçoit de sa grande richesse culturelle. Le kung fu, art martial dont les origines remontent au VIe siècle de notre ère, fait partie de ces éléments incontournables. Dans ce reportage, Marcel Arossi nous fait découvrir la discipline. La Chine est une destination qui a toujours fasciné les voyageurs du monde entier. Parmi les éléments les plus connus de son patrimoine culturel, on retrouve le célèbre art martial Kung Fu. Le Kung Fu est d'origine chinoise et ça date depuis des siècles. Et les experts ont déterminé cette discipline comme un art de défense et de combat. Déjà à partir de 3 ans, vous pouvez commencer. Ce sport est pratiquement le seul art martial
pouvant être pratiqué sans distinction de sexe ou d'âge. Il est pratiqué non seulement dans un but de bien-être et d'amélioration de la condition physique, mais aussi dans le but de disposer de moyens de défense et d'attaque, ou encore dans un but culturel et philosophique. Ce sport m'aide à maintenir ma santé, à être performant à l'école et à développer mon intelligence. J'ai voulu faire du Kung Fu parce que ça m'aide à me développer spirituellement, à réfléchir posément et aussi à être confiante, à avoir la confiance en moi. Et ça me permet aussi, dans la vie courante, de pouvoir me défendre en cas de conflit. Enfants, femmes, hommes et personnes âgées, tout le monde peut le pratiquer. Pour les plus petits, c'est une découverte et une initiation à un art chinois. Pour les enfants, les plus agités, c'est un moyen d'extérioriser leur excès d'énergie et de pouvoir canaliser cette énergie débordante. Pour les plus timides et réservés, le Kung Fu offrira la possibilité de prendre confiance en soi en allant au-delà de ses limites connues. Et pour l'ensemble des enfants, c'est un moyen d'apprendre le respect de l'autre, la politesse, la bienveillance et la loyauté. Chez les adultes, le Kung Fu Wushu prend entièrement le sens d'art martial chinois, de développer sa personnalité ou son physique. L'intégration économique africaine s'est accélérée depuis 2006 grâce au dynamisme des entreprises privées selon un rapport publié le 4 avril par Boston Consulting Group. Au cours de la même période, les accords de fusion-acquisition sont passés de 238 à 418 alors que la moyenne annuelle des exportations intra-africaines a augmenté de 41 milliards de dollars à 65 milliards de dollars par an. Selon les analystes de BCG, les 30 plus grandes entreprises africaines ont actuellement des activités dans 16 pays africains contre une moyenne de seulement 8 pays en 2008. Harry et Meghan se marient, c'est le nom donné à cette cuvée de billets blanches un peu spéciale en Grande-Bretagne. Une façon très britannique de célébrer l'union royale. Pour l'occasion, le producteur a mis au point une recette un peu particulière. Reportage. Dans cette petite brasserie située à 2 pas du château de Windsor, se prépare une cuvée de bière un peu spéciale. Son nom, la Harry et Meghan se marient. Une façon très britannique de célébrer l'union royale et pour l'occasion, ce producteur a mis au point une recette un peu particulière. Ce sera une bière de type pale ale assez traditionnelle, faite avec de l'orge qui a poussé sur les terres de la famille royale, et nous combinons cela avec du houblon qui vient de la côte ouest des États-Unis. Nous aimions bien l'idée de marier ici l'orge de Windsor et le houblon américain. Tradition oblige, c'est tracté par des chevaux que les premiers tonneaux sont amenés dans les pubs de la ville. Bon nombre d'établissements locaux espèrent ainsi surfer sur la popularité de l'événement. Les pubs anglais et gallois ont obtenu la permission de rester ouverts 2 heures supplémentaires lors des festivités. Près de 100 000 personnes sont attendues à Windsor le jour des noces. Le jour du mariage, ça va être incroyable et je suis sûre qu'on va en vendre beaucoup. Environ 10 000 bouteilles de la cuvée Harry et Meghan sont mises en vente à Windsor et à Londres. Reste à savoir si cette recette offre un mariage réussi. Je préfère les bières un peu plus sombres, avec un goût de caramel. Mais celle-ci est agréable. Elle est assez légère, on sent bien le goût, elle n'est pas trop lourde, c'est très bon. Une bière qui, contrairement au mariage, est à consommer avec modération. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. À demain donc, Nadej Sani pour notre édition du journal. 19h45 déjà passé. On continue avec vous, chers téléspectateurs, sur le plateau du grand rendez-vous
avec l'ESPER. Nous sommes bien évidemment avec M. Gustave Assa pour parler de Présimètre. Cet outil, cette plateforme qui permet donc aux organisations de société civile d'évaluer les promesses et les réalisations présidentielles, si vous voulez. Alors, M. Gustave Assa, vous évoquiez donc à l'instant les résultats de la deuxième évaluation du Présimètre. Et je cite déjà, je peux déjà noter que 17% des promesses faites sont tenues, 4% non tenues, mais quand même 58% de ces promesses sont enclenchées. Absolument. Peut-on donc conclure que le gouvernement actuel, travaille? Écoutez, oui et non. Le gouvernement travaille correctement, le gouvernement fait de son mieux. Le gouvernement fait comme il le peut. Nous sommes dans la réalité du pouvoir politique également aujourd'hui, où on peut, à la suite de cet examen, c'est surtout ça que nous voulons montrer combien, au niveau des promesses tenues, au niveau des promesses non tenues, au niveau des promesses enclenchées et non enclenchées, que le gouvernement fait des efforts. Et lorsqu'on regarde à ces chiffres que vous avez évoqués, effectivement, qui sont les chiffres que nous avons, en parlant de 58 promesses enclenchées, je crois qu'il faut faire attention. C'est enclenché, mais on n'a pas encore atteint des effets. C'est enclenché, mais ça n'a pas encore apporté les transformations qu'il faut. C'est peut-être des marchés qui sont passés pour lesquels il faut finir par délibérer et attribuer les marchés, et ça va commencer. C'est peut-être, je dirais, des lois qui sont proposées, qui sont sur la table des députés, qui vont être votées pour faciliter la mise en œuvre d'un certain nombre de comportements au niveau de la mise en œuvre, effectivement, de ces promesses. Parce que simplement, ces marchés ont été attribués, il reste aussi des ressources à trouver pour pouvoir le faire. On peut noter qu'il y a une forte volonté, n'est-ce pas, de réaliser les promesses aujourd'hui telles que nous sommes en train de les évoquer également. Et donc, il y a à dire, effectivement, on peut mieux faire. Pour ce gouvernement, on peut dire, peut mieux faire. Mais il y a également aujourd'hui beaucoup de choses pour lesquelles il faut s'entretenir également avec cet outil, aller sur le site, interroger. C'est ça que nous voulons instituer, mettre en place un dispositif que les gens peuvent interroger en ligne pour compléter certainement des informations et dire, oui, à ce niveau, il y a tel et tel et tel défi qu'on peut nous envoyer également pour que déjà, pour l'an 3 des promesses électorales, nous puissions également alimenter la base de données que nous avons aujourd'hui et aller plus loin. Alors parlons bien sûr de promesses tenues. Un exemple sur lequel, ce n'est pas un exemple de promesse sur laquelle vous voudrez, bien sûr, vous aimeriez attirer l'attention du public. Moi, je pense que ça fait partie des catégories des actions qui sont tenues. Ici, on en a cité 6 dès l'année, le premier modèle que nous avons sorti. Et ici, aujourd'hui, nous sommes passés de 6 à 33 de promesses qui sont tenues, soit une augmentation de 27%. Les exemples sont là, je vais donner peut-être un seul exemple, c'est voter une loi pour interdire à court terme l'usage des sachets plastiques. Ah oui. Et là, j'attire l'attention des gens et des Béninoises et des Béninois dessus parce que ça aura un impact dans sa mise en œuvre bientôt. Et que les Béninois ne se lèvent pas pour dire que nous ne sommes pas avertis. On a vulgarisé l'usage des sachets non biodégradables aujourd'hui. Il est important que les Béninois soient dans une posture aujourd'hui de l'application très prochaine de cette loi-là et qui fait partie donc de l'une des promesses tenues par ce gouvernement pour dire nous allons retirer. Et lorsqu'on va commencer par ramasser ces sachets des vendeurs, des vendeuses, ceux qui l'utilisent dans les pharmacies un peu partout, que l'on ne se réfère pas à ce qui s'est passé par rapport aux médicaments qu'on est allé ramasser pour dire, bon, écoutez, nous sommes là, nous sommes surpris. Non, ça là, par exemple, c'est une des réalités. OK, merci beaucoup à vous, monsieur Assa. Mais parlons de Présimètre, ça parle de promesses électorales. Oui. Alors que depuis un bon nombre de temps, environ 2 ans, on nous parle du PAG. Il y a quelle différence entre les promesses électorales et le PAG, puisque vous avez dit qu'il y a des promesses qui ne sont pas inscrites dans le PAG, par exemple? Non, je crois que c'est assez clair. Hein? On a dit promesses électorales. C'est des promesses qui sont les reflets, je dirais, l'entièreté d'un projet de société d'un candidat. Et ce candidat avait juré que par ses actes, je pourrais transformer le Bénin et apporter au Bénin autant que faire se peut le dynamisme qu'il faut, le rayonnement qu'il faut, la révélation qu'il faut, comme cela se dit. Et ce sont ces termes-là
que l'on retrouve dans le PHG. Ce n'est pas exactement la même chose. Le PHG, c'est la réalité du pouvoir. Savez-vous, le président, il a pris le pouvoir avec certes sa promesse de campagne, mais avec un complément d'objet direct, si je puis m'exprimer ainsi, d'acteurs qui lui ont accordé leur suffrage et qui se retrouvent aujourd'hui dans un creuset où il a inventé un outil de développement qu'on a appelé le PHG, qui a révélé exactement, avec précision, ce qu'il faut pour que le Bénin soit développé. C'est de là, effectivement, qu'est parti l'élan. Et justement, il y a des choses qui ne sont pas dans cette, disons, dans ce programme d'action du gouvernement, mais qui sont en train d'être réalisées, justement. Il y a des choses qui sont dedans, qui ne sont pas dans les promesses électorales également. C'est la dynamique du pouvoir, la réalité du pouvoir qui a conçu cet outil, cet instrument, qui est, je dirais, le gouvernail à partir duquel on peut activer tous les mécanismes qui se retrouvent dans, disons, dans les promesses électorales. Cet ensemble aujourd'hui qui nous permet de dire que le Bénin est développé, le Bénin peut être développé, le Bénin sera développé. Merci beaucoup à vous, M. Gustave Assa, pour cet espoir que vous nourrissez et que vous transmettez d'ailleurs même aux téléspectateurs béninois ce soir. Alors, l'accès à cette plateforme, au présimètre, c'est favorable à qui? Qui peut donc avoir accès? Je pense qu'il est utile. Bientôt, on va faire passer par en bande passante. Oui. Les contacts utiles qu'il faut le faire. Il faut d'abord saluer ici le travail d'une coordination qui est faite par WANEP Bénin. Et donc, WANEP Bénin a coordonné tout le travail qui a été fait pour qu'on ait ce résultat. Nous remercions le président, Madame la présidente aussi de la plateforme, Madame Fatoumatou Batokor, Zosu. Et ensuite, un certain nombre d'organisations de la société civile, Rifonga Bénin, Alcré, Élections Bénin, Coalition nationale pour la paix, Social Watch Bénin, Civisme, on peut dire que ce sont les OSC qui se sont rassemblés. Qui peuvent aussi donner des informations sur la plateforme et notamment sur le présimètre. Et nous voulons donner cette nuance-là aussi. Le présimètre, en fait, c'est à la fois pour ce président et pour tous les autres présidents qui vont passer, pour que chaque fois, on ait un outil de mesure de leurs promesses. Merci beaucoup. Merci à vous, également. Monsieur Gustave Assa, je rappelle que vous êtes le vice-président de la plateforme électorale des organisations de société civile du Bénin. Merci. Et merci d'être venu nous parler, bien sûr, du présimètre. On retient tout simplement qu'il y a eu 198 promesses et qu'à l'heure actuelle, 17% de ces promesses ont été tenues et que 58% sont enclenchés. Merci à vous. Alors, on continue le grand rendez-vous avec vous, chers téléspectateurs, pour rejoindre, messieurs, Dr Noah Agbafa Padonou, pour parler de la sauvegarde des données. Et vous voyez, c'est d'ailleurs même une plateforme, on en a parlé, pour parler, bien sûr, de sauvegarde des données informatiques. Chacun aura donc à choisir son option ou à établir sa politique compte tenu de ces réalités et compte tenu de ces types de données ou de fichiers. C'est autant savoir. Autant savoir aujourd'hui, c'est la suite du sujet concernant la sauvegarde des données informatiques. Nous en parlons aujourd'hui et puis l'expert viendra tout à l'heure nous présenter des options de sauvegarde de données. Comment faire donc asseoir sa politique de sauvegarde de données, principale question donc à répondre juste derrière ce reportage qui nous parle de la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Regardez. Oui, j'en ai entendu parler. Qu'en pensez-vous? C'est une journée qui est très bonne parce que ils ont constaté que la sauvegarde des données informatiques aujourd'hui est très importante. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. En réalité, je n'ai aucune idée de cette journée qui est la journée des sauvegardes des journées et des données informatiques. Et pourtant, il existe bel et bien une journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques célébrée tous les 31 mars. Pour cette année, les réflexions portent sur le thème « Bien sauvegarder vos données ».
Dans notre téléphone, nous avons énormément de contacts que nous ne sauvegardons souvent pas. Et c'est le jour où nous perdons le téléphone qu'on se dit « Ah, je n'ai pas retrouvé ce numéro ». Et c'est en ce moment qu'on commence par courir. Donc aujourd'hui, cette journée, c'est pour nous éveiller. C'est pour faire de l'information, de l'éducation, de la communication dans le sens de la sauvegarde des données. Parce que les données constituent aujourd'hui, les données numériques constituent aujourd'hui véritablement la vie de l'homme. En 2017, 29% des pertes de données sont d'origine accidentelle et 30% des internautes n'ont jamais réalisé une sauvegarde de leurs données. En cas d'incendie, de défaillance matérielle, de vol ou de piratage, sauvegarder ces données informatiques permet de les réactualiser. Donc ce que nous faisons périodiquement, c'est d'extraire ces données, les compresser et les stocker quelque part sur un ordinateur, sur un disque dur. Parce que l'important des sauvegardes, ce n'est pas simplement d'avoir ces données quelque part à un endroit, mais il faut les multiplier à plusieurs endroits de sorte que si vous perdez une sauvegarde à un endroit, que vous rattrapez ces données aussi. La sauvegarde en ligne reste l'un des meilleurs moyens pour stocker et sécuriser ces données informatiques. Pensez-y donc. Merci beaucoup. Oui, on y pense, hein, et donc à chacun sa politique de sauvegarde de données. Noah Agbafa Padonou nous rejoint sur ce plateau pour nous présenter donc différentes options de sauvegarde de données informatiques. Bonsoir. Noah. Bonsoir, Assio. Merci d'être là. Tout le plaisir est à moi. Alors, on va faire rapidement un petit récapitulatif de tout ce qu'on a eu à dire hier concernant, bien sûr, la sauvegarde des données informatiques. Je retiens déjà comme définition un peu caricaturée, si vous voulez, que sauvegarder, c'est donc enregistrer et archiver. Tout à fait. Tout à fait. Le sensu. Le sensu, merci beaucoup. Alors, quand on parle de sauvegarde des données, quelles sont les options qui existent? Sauvegarder demande à ce qu'on utilise des supports d'enregistrement. Okay. Et quand je parle de supports d'enregistrement, de supports de sauvegarde, il y en a 3. Il y a les supports locaux, donc ce que nous pouvons trimballer nous-mêmes à tout moment. Il y a les supports sur serveur, donc on a la possibilité de faire la sauvegarde sur un serveur. Et la troisième option, c'est la sauvegarde sur Internet. La sauvegarde sur les supports locaux demande à ce qu'on aille choisir un support local. Et quand je parle de support local, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Nous avons aujourd'hui 4 générations principalement de supports. Déjà dans les années 80, un peu avant les années 90, on avait les cartes perforées, nous avons les bandes. Mais après, nous avons connu la deuxième génération, c'est les cassettes que nous avons l'habitude d'utiliser, c'est le disque dur qu'on a aussi l'habitude d'utiliser, mais il faut noter que depuis 2010, on n'utilise que le disque dur aujourd'hui. Mais cela a continué. La troisième génération, c'est la génération des supports optiques. Quand je parle de supports optiques, je parle des CD, je parle des DVD. Et quand je parle de CD, il y a la possibilité d'avoir des CD non réinscriptibles, des CD qu'on peut utiliser une seule fois et d'autres CD qu'on peut utiliser plusieurs fois. Et en la matière, même, vous nous aviez promis hier de nous avons des DVD, des DVD qui sont aussi des DVD réinscriptibles comme non réinscriptibles. Et si vous voulez, puisque vous y tenez, lorsque vous prenez un CD et que vous tournez le CD vers la lumière, vous allez constater qu'il y a un reflet. Parlant du reflet, il y a 3 types de reflets, vous allez constater. Vous prenez des CD, vous allez constater que le reflet est apparemment jaune. Vous allez trouver d'autres qui vous présentent un reflet. Quand vous regardez à la lumière, c'est presque vert. Et vous allez voir d'autres, c'est presque bleu. Ce que je vous conseillerais, choisissez plutôt les DVD ou les CD qui vous donnent un reflet bleu. À défaut du bleu, prenez le vert, mais ne prenez jamais le jaune. C'est ce qu'on appelle carrément du fake. Wow. Et lorsque vous prenez un DVD astuce pour vous, chers téléspectateurs. Astuce pour vous. Un CD ou un DVD qui est apparemment jaune, lorsque vous allez graver vos informations dessus, vous allez copier des informations dessus,
Quand il y aura un peu de poussière, vous allez voir que ce sera irrécupérable. Les jaunes. Les verts, un peu moins. Mais les bleus résistent beaucoup plus. Beaucoup plus. Et donc, quand vous achetez le CD, vous tournez tout simplement, vous allez constater que vous aurez un reflet. Au contact de la lumière, exactement. Vous regardez quel est le reflet que ça donne, c'est jaune, c'est vert ou c'est bleu. Ou c'est bleu. Lorsque vous êtes en contact avec un DVD bleu, à reflet bleu, vous avez alors le meilleur. Ah, d'accord. Il y a la possibilité d'avoir la dernière génération des supports que nous avons, c'est les clés USB. C'est les 4 mémoires que nous avons dans nos téléphones. C'est les 4 mémoires que nous avons dans nos téléphones. Ce sont les micros. Mais nous avons d'autres 4 mémoires qu'on utilise dans les appareils téléphones, dans les appareils caméra. C'est en réalité les 4 SD. Vous voyez, lorsque vous prenez, je prends d'abord la clé USB. La clé USB, c'est en fonction de votre capacité, de la capacité d'information que vous voulez stocker. N'allez pas mettre de l'argent pour acheter une clé USB de 64 gigas pendant que vous ne voulez copier que vous ne voulez pas mettre des films dessus, vous ne voulez pas mettre des audios, des fichiers audio dessus. C'est seulement pour vos fichiers, une clé USB de 8 gigas, ça vous suffit largement. Mais faites l'option, il y a la possibilité d'avoir des clés USB aujourd'hui qui vous donnent la possibilité de mettre des mots de passe. Ça existe aujourd'hui. La différence en termes de coût, c'est à peine 1000 francs. En termes de coût. Mais là, vous avez la possibilité de protéger vos données, même si vous les perdez. L'autre, lorsqu'il va prendre vos données, même si vous perdez votre clé, il sera obligé de formater. Même s'il veut formater, il va lui réclamer d'abord le mot de passe. Donc, il ne pourra même pas l'utiliser. Il ne pourra pas l'utiliser. Il y a des clés USB aujourd'hui qui ont même un cadran où vous pouvez défiler votre numéro de téléphone. Donc, lorsque vous retrouvez, vous ne pouvez pas utiliser, il vaut mieux le rendre à la personne et que la personne vous glisse au moins 1000 francs. 1000 francs voilà. Ce serait bien. Donc, il y a aussi des clés USB aujourd'hui, qu'on appelle des clés USB U3, qui vous permettent aujourd'hui de transporter même de petites applications. Vous n'avez pas nécessairement avoir besoin de votre ordinateur. Donc, à partir de cette clé, vous pouvez même l'introduire dans votre téléphone et travailler dessus, et enregistrer, sauvegarder tout ce que vous voulez. Les clés de type U3. Ça vous donne même vos applications qui sont sur votre ordinateur. Vous pouvez les avoir sur votre téléphone. Donc, partout où vous allez, que l'ordinateur ait la possibilité, ait votre application ou pas, dès que vous introduisez votre clé, vous pouvez travailler et retirer encore votre clé. Donc, vous gardez le stock, vous stockez votre information, vous sauvegardez ce que vous avez fait sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre plus facilement. Mais vous pouvez aujourd'hui choisir les serveurs. Il y a la possibilité de choisir les serveurs. Vous choisissez un serveur. Les serveurs, c'est généralement des boîtiers qui comportent plusieurs disques. Vous allez entendre beaucoup d'entreprises vous dire qu'ils ont un serveur. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, tous les postes qui sont en activité, dès que quelqu'un tape quelque chose, c'est vrai que c'est domicilié sur le poste, mais c'est envoyé encore sur un autre ordinateur. C'est envoyé sur un autre boîtier. Ça permet de sauvegarder l'information. Donc, à tout moment, même si n'importe quel ordinateur tombe en panne, ou bien a des virus, ou bien peu importe, peu importe le désagrément, vous avez la possibilité de récupérer votre information sur un serveur, parce que c'est totalement centralisé. Et quand c'est le serveur qui a un Quand c'est le serveur, alors ce qui est bien, c'est d'envoyer cela plutôt. L'avantage du serveur est que les informations sont souvent sauvegardées sur plusieurs disques à la fois. Donc, il y a des serveurs, il y a des boîtiers qui comportent jusqu'à 7 disques. Tous les disques ne peuvent pas se Ne peuvent pas, exactement. Donc, lorsqu'un disque est pète, c'est que vous avez la possibilité de récupérer sur un deuxième disque, ou un troisième, ou un quatrième. Donc, il y a assurément près de 90%, je ne veux pas dire 100%, de chances de récupérer l'information que vous pensez perdre. Si vous êtes sur un serveur. Un serveur, mais surtout sur un disque serveur. Voilà. Il faut qu'un pays ait un serveur aussi. Pardon? Le pays. Oui, mais déjà, nous sommes en train de créer, le ministère est en train de s'activer pour doter le Bénin d'un data center, de telle sorte que tout ce qui sera fait dans tous les ministères, tout sera centralisé sur un data center, de telle sorte que même si vous voulez prendre demain, vous êtes en retraite, et on ne vous demandera plus quel est votre nom, on ne vous demandera plus d'aller amener votre fiche de paye. Déjà, dès qu'on va questionner le data center, on peut déjà vous donner l'information. Tout ce qu'il y aura comme arrêté, tout sera stocké
stocké dessus, c'est le data center du pays. Un bon pays a toujours son data center. Et déjà, le Bénin rêve déjà de cela. Data center, ça veut dire base de données. Ça veut dire data center donne le centre des données. Voilà. Donc, tout est stocké là. Donc, c'est l'autre manière de faire la sauvegarde dont nous parlons. De tout ce qui va se passer dans le pays. On aura un data center. Le gouvernement s'active sérieusement pour doter le Bénin de ce data center. Et je vous assure, c'est véritablement à souhaiter. À souhaiter. Ah, vraiment. Donc, c'est ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux aussi. Tout ce qui passe, il y a un data center. Il y a un data center souvent chez l'hébergeur. Il y a un data center chez l'hébergeur. Si c'est même un simple site que vous avez créé, votre site va sur un data center. Et c'est ça l'hébergement que nous payons. Vous allez voir, quand on veut créer un site Internet, on dit souvent, je vais payer l'hébergement. Et quand tu paies l'hébergement, il faut qu'on t'attribue un nom. C'est ça le nom de domaine. Donc, lorsque j'ai asium.com, le nom là, en réalité, asiomgaba.com, je préfère être précis, asiomgaba.com, c'est que Asiomgaba là, il a acheté un domaine, un espace. C'est que j'ai acheté ma parcelle sur la toile. Exactement, voilà. Et là, vous pouvez sauvegarder toutes vos données. Voilà. Là encore, on l'appelle sauvegarde en ligne. En ligne. Donc, vous pouvez sauvegarder vos données en ligne. La régie va nous aider à avoir déjà un certain nombre de plateformes sur lesquelles on peut sauvegarder ces données en ligne. Donc là, vous allez tout simplement vous créer un compte, vous achetez un domaine et vous mettez vos données en ligne. Mais je rappelle qu'il y a beaucoup qui vous donnent souvent un espace de test. Donc, si vous n'avez pas besoin d'un espace trop grand, vous pouvez tout au moins déjà prendre un espace gratuit là et sauvegarder vos données. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui de trimballer toutes ces données sur téléphone ou sur ordinateur simplement. Pendant que c'est sur ordinateur, allez tout simplement créer. La régie nous a certainement déjà aidé. Uploaded, ou bien le Up2Box, ou bien le TurboBit, ou bien le Bayfile. Déjà, sur ces sites, vous pouvez aller créer. Là, j'en ai mis pratiquement 9. Là, on peut aller créer. On les avait présentés hier, hein, tout à fait. Ces données-là. On peut créer son espace et mettre ces données. C'est totalement sécurisé. C'est vous qui avez votre mot de passe. Mais on peut aussi faire autre chose. On peut faire aujourd'hui ce qu'on appelle les sauvegardes in cloud. Les sauvegardes dans les nuages. Les sauvegardes dans les nuages, c'est que vous avez votre ordinateur et tout votre ordinateur est connecté en réalité à un serveur en ligne. De telle sorte que tout ce qu'on tape de l'autre côté au niveau de l'hébergement, du stockage en ligne, c'est lorsque vous allez finir votre travail que vous l'envoyez en ligne. Ça peut être manuel comme ça peut être automatique. Dans beaucoup de cas, c'est manuel. Mais lorsque vous êtes en cloud, cela est automatiquement enregistré. C'est ce qui se passe sur notre téléphone. Vous allez voir. Donc, les sites sont en bleu, là, déjà. Les espaces sont en bleu. Exactement. Ce qui est en bleu, donc les upload, c'est ça. je vois. C'est ça. Lorsqu'on est en cloud, voilà. Up2Box. Tout à fait. Voilà. Lorsqu'on est en cloud, là, ça se voit autrement. Lorsqu'on est en cloud, ça veut dire que, regardez, je prends l'exemple de votre téléphone. Vous allez constater que lorsque vous perdez votre téléphone, et que vous achetez un autre téléphone qui est Android et que vous pouvez lui redonner le email que vous aviez mis dans l'autre téléphone, vous retrouvez automatiquement vos contacts, vous retrouvez même vos emails, vous retrouvez même vos photos, vos vidéos. Vous ne vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez utilisé en réalité le cloud. Tout téléphone Android aujourd'hui est doté d'un logiciel de cloud, de telle sorte que ça fait automatiquement la sauvegarde de toutes les données que vous avez sélectionnées. Quand je dis sélectionner, c'était à la configuration que vous avez sélectionnée. Ok, d'accord. C'est comme si vous lui avez dit tel dossier doivent être sauvegardés. Et à votre insu, lui l'envoie déjà en ligne. Il l'envoie en ligne. Il n'a pas nécessairement besoin que vous venez choisir, non. Google nous donne déjà un espace de 15 gigas. Donc, nos vidéos, nos photos, nous pouvons déjà enregistrer près de 15 gigas en ligne. Quand vous utilisez Dropbox, par exemple, que vous pouvez télécharger une petite application, que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, vous allez voir Dropbox et que vous cliquez, vous configurez Dropbox, envoie automatiquement tout ce que vous faites là en ligne. Dropbox vous donne jusqu'à 18 gigas. Mais tenez-vous bien, Mega vous donne 50 gigas.
d'espace gratuitement. Là, je parle de ce qui est gratuit, où vous pouvez stocker vos informations. Est-ce qu'ils ne vont pas utiliser ces données-là? Ils ne vont pas utiliser les données. Oh, écoutez, ils ne vont pas utiliser, a priori, ils ne vont pas utiliser les données. D'accord? Les données, puisque vous remplissez d'abord un certificat où ils vous disent non, nous n'allons pas utiliser vos données. Ok. Maintenant, le fait qu'ils utilisent vos données, c'est carrément autre chose. On peut revenir pour faire autre émission. Là-dessus. Oui, parce que quand on vous donne quelque chose de gratuit, le gratuit n'existe pas sur le net. Parce que le problème qui existe aujourd'hui, c'est concernant bien sûr Facebook et puis les autres vous États. Rendez compte que le si vous voulez, on va revenir là-dessus et vous viendrez éclairer n'existe pas. Les téléspectateurs là-dessus. Il y a toujours une politique pour vous faire payer quelque chose. De vos yeux, déjà, vous payez quelque chose. Quand vous êtes sur Facebook, on vous dit un compte gratuit, vous le créez, mais vous allez constater que des publicités commencent par s'afficher parce que tu t'es déclaré footballeur. Donc, tu paies quelque chose à priori. Merci. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, quand on veut choisir sa démarche... Oui, pour conclure rapidement. Oui, pour conclure. Quand on veut choisir sa démarche, on voit d'abord quelle est la capacité qu'on a, dont on aura besoin. En fonction de sa capacité, il est vivement conseillé d'avoir déjà, même si on est en cloud, d'avoir aussi la possibilité d'enregistrer sur un support local, de définir correctement la politique de sauvegarde. Parce que la politique de sauvegarde, je peux le faire de manière incrémentielle, différentielle. Voyez. Donc, ce n'est pas que quand je définis, il faut configurer correctement. Une fois tout configuré, vous avez la possibilité toujours de sauvegarder et de bien conserver vos données. Donc, il faut avoir un plan de sauvegarde. En fonction du nombre d'ordinateurs qu'on a, on peut choisir une méthode. Je n'ai qu'un seul ordinateur, je n'ai pas besoin d'un serveur. Donc, lorsque j'en ai beaucoup et que mes informations sont centralisées, j'aurai besoin d'un serveur. Donc, c'est en fonction de tout ça qu'il faut définir la politique de sauvegarde de ces données. Merci beaucoup, Noah Agbafa Fadono. Je rappelle que vous êtes docteur en système d'information. Merci pour tous ces éclairages-là. On va y revenir très prochainement pour parler encore de la sauvegarde, pourquoi pas, et aussi comment est-ce que nos données sont donc gérées sur ces sites-là, surtout quand il s'agit de sauvegarde en ligne. À très bientôt, Noah. Merci, Asio. Le grand rendez-vous, on va y mettre fin, mais avant, on jette un second coup d'œil sur les prévisions météo. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le grand rendez-vous. Demain, 19h un autre grand rendez-vous. Bonne soirée sur BB24. Ciao.